parce que dans ce cas des cheminots, par exemple, il y avait une position de principe de plusieurs organisations syndicales, pas seulement que la nôtre, sur la défense des statuts des cheminots. Je peux donner un exemple au niveau de la RATP, quand il y avait le traité de Maastricht qui permettait à ce que les Européens puissent aussi accéder à être embauchés dans les entreprises publiques comme la RATP. Il y avait tout un débat au sein des organisations syndicales et la nôtre était tout à fait était pour l'ouvrir aux ressortissants extra-communautaires. Et d'autres syndicats à l'intérieur de la RATP s'opposaient. C'est tout un débat entre les organisations syndicales, mais ça a dégagé une majorité syndicale à l'intérieur de la RATP. Et la RATP, quand elle a ouvert la profession, il l'a ouverte aux communautaires, il l'a aussi ouverte aux extra-communautaires. Ce qui n'était pas le cas à la SNCF, par exemple, où il y a tout un débat sur la défense du statut, et que le débat était sur le dire, oui, il faut faciliter l'acquisition de la nationalité française à ses salariés, à ses cheminots étrangers, c'est tout majoritairement des cheminots marocains, qui sont victimes d'un ancien accord qui date des années 60, des années 70 plutôt, parce que cet accord-là, qui est passé entre la SNCF française et la ONCF marocaine sur faire venir des conducteurs de train, tout en n'ayant pas le statut de conducteur français. Ça, c'était un accord tacite qu'on avait découvert à un certain moment, tout le monde était au courant, les gouvernements à l'époque, et ainsi de suite, les autorités marocaines étaient au courant, ainsi de suite, et ça, ils ont laissé faire. Donc, il s'est confronté après que ces cheminots se sont rendus compte qu'ils étaient discriminés à cause de leur nationalité, et je salue le combat qui a été mené par la Maison des Potes, justement, pour gagner ce procès qui est quand même, c'est une question de défense des droits humains et de l'égalité entre les personnes. Je vais revenir sur le sujet. Moi, je vais faire un parallèle sur deux points. Parce que quand j'ai vu l'intitulé parler de discrimination liée à l'origine et discrimination liée au sexe, deux parallèles différents. Pour l'instant, on n'a pas d'enquête, sauf l'étude de Philippe Bataille des années 80, au milieu des années 90 sur le racisme au travail. On n'a pas d'enquête sur les écarts de salaire entre les salariés hommes, par exemple, d'origine étrangère, et avec leur homologue, on va mettre entre guillemets, les salariés français de souche. Il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas d'enquête, il n'y a pas d'études, il n'y a absolument rien. La seule étude, les seules données qu'on a, c'est à l'embauche. À l'embauche, il y a des études que les salariés issus d'immigration ou les salariés étrangers sont victimes de discrimination à l'embauche. Là, des études sont tout à fait claires. Par contre, il y a beaucoup d'études sur la question du sexe, la question de la situation des femmes dans l'entreprise. D'ailleurs, la députée là fait le constat, vraiment très, très détaillé. Je veux juste, moi, comment on appelle ça, rajouter un élément qui n'a pas été dit. On le voit aussi, qui caractérise la situation des femmes dans le monde du travail, c'est le travail partiel. 80% des femmes actives sont à temps partiel, dans le temps partiel, par rapport aux hommes. Donc du coup, ça c'est aussi une problématique et on le voit, les conséquences du travail partiel, on le voit après, au niveau, quand ces femmes prennent leur retraite. C'est là où on voit les conséquences justement du travail partiel, parce que le travail partiel il est des fois forcé, parce que la femme, dès que, il y a des études qui ont démontré que la femme, en général, dès qu'elle a le premier enfant, elle demande qu'elle travaille à temps partiel, donc ce qui il y a beaucoup de conséquences. Un autre élément aussi, pour compléter ce qu'a dit Madame la députée, sur l'action du sexisme, 80% des femmes considèrent qu'elles étaient confrontées à la question du sexisme. C'est pour ça que, heureusement, finalement, c'était des revendications des associations féminines et aussi des organisations syndicales, comme maintenant la loi de travail a intégré la question de l'agissement sexiste comme aussi condamnable, comme on condamne la discrimination, ainsi de suite. Je crois que c'est un élément très important. Alors comment faire? Il a dit que les organisations syndicales, Madame la députée a insisté sur le rôle des organisations syndicales, et il a tout à fait raison, les organisations syndicales sont dans l'entreprise et c'est une de leurs responsabilités. Alors, nous, on travaille sur deux pôles d'action qu'on considère qui sont à égalité. Premièrement, la loi, elle est là, il faut l'appliquer parce qu'elle protège, donc il faut
comment on appelle ça, défendre les personnes qui sont victimes de discrimination dans l'entreprise, qu'ils soient d'origine étrangère ou issus de l'immigration, ou qu'ils soient une femme. Donc, il y a cette action qui est très importante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des syndicalistes dans l'entreprise formés, qui connaissent très bien le droit, qui connaissent très bien la partie juridique, qui ont quand même une connaissance à l'écoute, à l'accompagnement et ainsi de suite, pour que les victimes puissent s'adresser à eux et qu'ils puissent les aider, les accompagner, de telle sorte de leur trouver une solution. Soit la solution, elle peut se retrouver dans le cadre du dialogue social, dans le cadre de la négociation avec l'entreprise, soit il peut aller jusqu'en justice et ainsi de suite, mais il faut qu'il y ait une réparation. Le deuxième pôle d'action que nous menons ici, que ça d'ailleurs très important que Madame la députée l'a souligné, c'est la formation de nos responsables syndicaux. Et c'est là où nous, on a mis en place des formations au niveau national, justement, pour former tous les négociateurs dans les entreprises, tous nos délégués syndicaux, avec une nouvelle loi maintenant, les représentants syndicaux, les RSS, dans l'entreprise, tous ceux qui sont ramenés à négocier et ainsi de suite, de les former, de les outiller, de leur donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir être un acteur dynamique et un acteur qui fait un acteur et une force de proposition lors des négociations avec les employeurs, justement, sur la question de l'égalité aux femmes à l'intérieur de l'entreprise. Donc je crois que ça, c'est une action de l'organisation syndicale qui va faire. Et comme l'a dit Samuel, l'action de groupe va être un moyen plus dissuasif encore pour pouvoir, j'espère, pouvoir aller plus loin. Mais il y a quand même une situation très, très alarmante sur la question de la situation des femmes. Je crois que, et ça a été dit, même les discriminations liées à l'origine, c'est une question de représentation des stéréotypes sur lesquels il faut travailler, il faut les déconstruire pour justement avancer. Et je crois que la situation de la place de la femme dans la société, c'est une situation, il n'y a pas que l'entreprise. L'entreprise n'est qu'une partie, c'est toute la société. Et ça commence par la petite enfance, ça commence dans les familles, et ainsi de suite. Et il y a une situation très dramatique, qu'on le voit actuellement, c'est au niveau de l'école. Au niveau de l'école, les femmes, les filles plutôt, les filles réussissent mieux que les garçons. Et ça, c'est une réalité. Elles réussissent mieux. Moi, j'ai pris les statistiques, par exemple, un petit échantillon en baccalauréat. J'ai pris le baccalauréat scientifique, mention très bien. Il y a plus de filles qui ont réussi leur baccalauréat, mention scientifique, avec mention très bien. Mais quand on arrive après aux classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, paradoxalement, on trouve moins de filles. Quand on va dans les grandes écoles d'ingénieurs scientifiques, paradoxalement, ça touche entre 16% à 25% au maximum, sauf les études d'agroalimentaire, agricole et agroalimentaire. Là, on est à 50-50. Mais toutes les autres grandes écoles d'ingénieurs scientifiques, que ce soit même Polytechnique a baissé cette année en nombre de filles qui ont accédé à Polytechnique cette année par rapport aux années avant. Toutes les autres écoles, on est entre 16, 17 à 25 maximum dans les grandes écoles. Et je crois que ça c'est un problème. Et on se rend compte qu'on s'oriente vers une féminisation des métiers. On trouve plus de femmes dans les métiers au niveau médical, dans les facultés de médecine. Quand on va dans les facultés de médecine, soit à l'amphi, on voit beaucoup plus de filles que de garçons. On a beaucoup plus maintenant de féminisation des métiers dans le domaine de la magistrature. Donc ce qui fait toute cette situation-là, et surtout la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi, au niveau de l'orientation, il n'y a pas un effort qui doit être fait avec les organismes syndicaux, notamment ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, avec les associations des enseignants des classes préparatoires, avec on appelle ça, avec les grandes écoles, et ainsi de suite, pour essayer de travailler là-dessus, parce qu'il y a un problème, de telle sorte que la question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui s'autocensurent et qui considèrent que ces filières, c'est des filières de combat, ils n'ont pas envie de se combattre parce qu'il y a beaucoup de compétition et ainsi de suite, mais je crois que c'est pas logique parce que les filles réussissent même
il y avait des préjugés qui disaient que les mathématiques ne sont pas faites pour les filles. Alors les résultats ont démontré que les filles réussissent mieux en maths que les garçons. Voilà. Donc ce qui fait, il y a toute une question, il y a tout un débat de société qu'il faut poser, et que ce débat-là, il est malheureusement encore là, il est encore d'actualité. Et plus de 30 ans maintenant, depuis la loi Rodi, on est toujours sur la situation des écarts salariales, on est toujours sur ce problème du plafond de verre, on est toujours sur cette situation d'accès à des postes de responsabilité. Je peux vous dire même, un exemple, comme il a été un exemple, il y a 2 ans, un cas sur Paris, il y avait une femme qui était DRH, parce qu'elle était courageuse de porter plainte contre l'employeur pour une DRH. Normalement, quand on arrive à ce poste de responsabilité, on a tout un projet professionnel en entreprise, c'est rare qu'on attaque l'employeur. Une DRH a attaqué l'employeur parce qu'elle a estimé qu'elle a le même niveau de diplôme, les mêmes années, ils sont embauchés la même année entre elle et le directeur financier. Et qui sont tous les deux membres du CODIR, du comité qui participent tous les deux au CODIR, donc ils ont les mêmes responsabilités, mais il y a un écart énorme de salaire entre eux. L'employeur qui était, parce qu'il y a quelquefois des employeurs qui ne sont pas vigilants, l'employeur dans sa réponse, il a dit, considéré qu'il y a une différence entre le métier support et le métier d'appui. Le métier support, la finance, ça rapporte de l'argent. Le métier d'appui, ça fait que de la gestion à l'intérieur de l'entreprise, donc ce n'est pas la même chose. Elle a été condamnée, et la DRH a démissionné. Mais c'est un exemple, un exemple parmi d'autres sur les stéréotypes qu'on peut avoir même à l'intérieur d'une grande entreprise, même dans la tête d'un grand dirigeant ou d'un directeur d'entreprise. Voilà, je crois qu'il y a le combat, il continue. Je crois qu'il y a des outils législatifs sur lesquels on peut s'appuyer. Après, maintenant, c'est que ce combat, il est collectif. C'est pour ça que je travaille tout en partenariat, en complémentarité avec les associations. Et je crois que c'est un combat collectif. Non seulement les syndicats, les ONG, les chercheurs, les médias, le monde de l'éducation, tout le monde est concerné pour pouvoir sortir pour pouvoir faire sauter ce verrou, qui est ce verrou-là de la discrimination liée à l'origine et la discrimination liée au sexe. Merci Saïd.